Cette semaine, encore des images spectaculaires. Wow, avez-vous vu ça? Hey, vous êtes épuisé de chercher des nouvelles du spatial? La NASA, SpaceX, l'ESA, Mars. Ben, vous êtes clairement au bon endroit. De la vraie vulgarisation scientifique, et ce, à chaque semaine. Ici, on parle pas du 4e boulon de la 6e rod, du Quake Disconnect Arm, la tour Mechadilla de SpaceX. Non, ça nous intéresse pas pantoute. Ici, c'est juste des nouvelles du spatial. Oh! Hey, commence à avoir du monde. Il est temps qu'on commence. Alors que le Starship de SpaceX et la SLS de la NASA pourraient très bientôt effectuer leur premier vol, découvrons ensemble ces deux lanceurs lourds qui nous promettent la Lune et Mars. Aujourd'hui, la NASA et SpaceX sont pratiquement capables d'envoyer des humains sur la Lune et sur Mars avec leurs lanceurs. La NASA possède la fusée ou le lanceur SLS, Space Launch System, construit par Boeing, qui servira aux futures missions d'exploration habitée à destination de la Lune. Il sera aussi utilisé pour envoyer des sondes autour des mondes les plus lointains du système solaire. Avec le programme Artemis, le SLS servira à lancer la capsule Orion pour des missions vers la Lune. Ce futur lanceur utilisera deux propulseurs d'appoint à ergols solides directement dérivés des Solid Rocket Booster ou SRB de la navette spatiale, un peu plus gros par contre. Avec 54 mètres, la SLS possédera les plus grands boosters jamais construits. Et du côté de SpaceX, la compagnie développe le lanceur Starship dont le principal objectif est d'envoyer des humains sur Mars pour coloniser la planète. Le Starship désigne le vaisseau de transport spatial et l'étage supérieur du lanceur. L'étage principal, c'est-à-dire le booster nécessaire pour lancer le Starship, s'appelle Super Heavy et possède 33 moteurs Raptor. Donc en gros, on a le Starship et le Super Heavy avec ses 33 moteurs. Ce futur système doit remplacer le Falcon Heavy et le Falcon 9 pour le lancement de satellites, le ravitaillement de la Station spatiale internationale et le changement des équipages. Ce lanceur sera également employé pour des missions commerciales à destination de la Lune et la NASA prévoit l'utiliser pour faire allunir ses astronautes sur la Lune. Allez voir ma vidéo sur Artemis, vous allez comprendre. Le Starship est un système de transport entièrement réutilisable. Le Falcon 9 et le Falcon Heavy ne le sont que partiellement car seul l'étage principal est récupéré. L'étage supérieur de chaque lanceur est perdu à chaque lancement. Installé sur son pas de tir du centre spatial Kennedy, le SLS se prépare à une série d'essais en vue de son vol inaugural qui pourrait avoir lieu cet été. La première mission Artemis 1 consistera en un vol d'essai inhabité autour de la Lune, suivant une trajectoire similaire à celle de la mission Apollo 8 en utilisant la gravité lunaire pour gagner de la vitesse et pour se propulser à près de 70 000 km au-delà de la Lune. Le SLS sera éloigné à 500 000 km de la Terre. Lors de son voyage de retour, Orion effectuera un survol de la Lune avant de retourner sur Terre. La mission durera environ 20 jours et la capsule terminera son voyage dans l'océan Pacifique. Quant au Starship de SpaceX, la date du vol inaugural est aussi très incertaine. Aux dernières nouvelles, Elon Musk la prévoyait dans le courant du mois de mai. Contrairement au Grand 8 autour de la Lune du SLS, le vol inaugural du Starship sera un vol dans l'espace qui a pour but de relier le Texas à l'archipel d'Hawaï sans réaliser une orbite complète autour de la Terre. Côté performance, le SLS sera disponible en 3 versions avec des capacités de transport différentes selon les versions. La version Block 1 sera utilisée pour lancer les 3 premières missions Artemis. Quant au Starship, il sera capable d'envoyer plus de 100 tonnes en orbite basse. De plus, avec le projet de ravitaillement, c'est-à-dire le refueling en orbite, ses performances augmentent de 100 à 150 tonnes, mais à destination de la Lune ou Mars. Du côté monétaire, le SLS coûtera entre 2 et 4 milliards de dollars par lancement. Du côté du Starship, ce sera moins cher, il est complètement réutilisable, mais certainement un peu plus cher que le 2 millions de dollars qu'Elon Musk avait estimé. Il estime toujours un petit peu à la baisse, lui. Bon, habituellement, quand vous voyez le vert en arrière, je parle d'une histoire du passé, mais j'ai changé un petit peu mon format parce que l'histoire du passé, de toute façon, je la sors à chaque semaine. Vous allez le retrouver dans une vidéo juste pour cette histoire. Puis cette semaine, je vais parler d'Apollo 10, une superbe mission. C'est parce que je vais aller un petit peu plus en profondeur, puis dans l'actualité spatiale, je veux pas que ça dure trop longtemps non plus. Donc, aujourd'hui, connaissez-vous les satellites Starlink? C'est gros, pas gros ça, un satellite Starlink?
Starlink est une méga constellation de satellites de la société SpaceX. Elle est destinée à fournir un accès Internet bon marché au-dessus de n'importe quelle région de la Terre et jusque dans les coins les plus reculés de la planète. À terme, elle pourrait compter jusqu'à 42 000 satellites, tous positionnés assez près de la Terre sur une orbite basse. Cette zone s'étend jusqu'à 2000 km d'altitude. Dans les faits, Starlink se trouve bien plus bas, aux alentours de 550 km de haut. Jusqu'à aujourd'hui, SpaceX a lancé 2335 satellites. L'offre de Starlink requiert un investissement de départ. L'acquisition du kit, environ 690 $ canadiens ou 499 €. Ça inclut l'antenne satellite, le routeur Wi-Fi, le bloc d'alimentation, le trépied de montage et les câbles. Quant à l'accès au service, c'est un peu comme les autres compagnies. Il est facturé une fois par mois, environ 137 $ canadiens ou 99 €. Ça change au quotidien, fait que prenez pas ça comme du cash. Le satellite a une forme très aplatie et rectangulaire. La plateforme est équipée de petits propulseurs qui utilisent l'énergie fournie par les panneaux solaires qui produisent leur poussée en expulsant du krypton. Ce gaz remplace le xénon habituellement utilisé car il est moins coûteux. Le lot de satellites envoyés dans l'espace est ensuite relâché comme un paquet de cartes et progressivement envoyé individuellement sur leur orbite opérationnelle grâce aux petits propulseurs. Il leur faudra par la suite un certain temps pour déterminer lequel est lequel afin qu'ils puissent commencer à leur donner des commandes avec la certitude qu'ils ne vont pas s'écraser l'un sur l'autre lorsqu'ils commencent à déplier leur antenne. Une fois que les moteurs démarrent et que les satellites commencent à manœuvrer, la première chose qu'ils font est de relever leur orbite, de l'orbite d'insertion initiale qui est inférieure à 300 km et de les emmener à une sorte d'orbite de stationnement temporaire entre environ 350 et 400 km avant de finalement augmenter encore une fois jusqu'à leur destination finale à environ 550 km. Puis pour ceux qui pensent que c'est petit là, pensez-vous que ça ressemble à ça? Mais vraiment pas. Regardez ça, c'est une photo avec moi dessus qui représente la bonne grandeur. Voici les specs. C'est assez surprenant à voir, hein? Au-dessus de vos têtes, quand même. SpaceX compte désormais 250 000 d'abonnés à son service d'Internet Starlink, alors qu'il cherche de nouveaux marchés comme l'aviation. Sérieux? Starlink possède actuellement 250 000 abonnés. SpaceX fabrique près de 8 satellites par jour dans son usine de Redmond, Washington, alors que la société développe sa constellation. L'aviation est un marché émergent pour Starlink. La connectivité dans les avions est quelque chose qu'ils envisagent. SpaceX a développé une antenne d'aviation actuellement testée et prévoyait offrir un service pour les avions de ligne commerciaux qui serait indiscernable de l'accès Internet conventionnel. Ce service permettrait aux passagers des avions de pouvoir diffuser simultanément. Et présentement, c'est vraiment pas le cas. C'est chacun votre tour. Chacun votre tour. Vas-y. OK, c'est ton tour. Présentement, la société Starlink va bien avec les satellites de première version qui sont durables, mais du point de vue du profit, la version 2 sera beaucoup plus rentable. La compagnie a constaté une forte augmentation de la demande de services haut débit par satellite provoquée par la pandémie. Selon Starlink, les satellites peuvent fournir un service à large bande beaucoup plus rapidement que la construction de la fibre. La grosse différence avec le service est l'installation. Selon les dirigeants, les clients appelaient le vendredi et leur école était connectée le lundi. Ce genre de gratification instantanée n'est pas une chose à laquelle les gouvernements savent réagir. Starlink a également attiré l'attention pour la fourniture de services en Ukraine en réponse à une demande d'un ministre du gouvernement après l'invasion du pays par la Russie. La société travaille énormément en Ukraine mais refuse de commenter l'opération là-bas pour ne pas faire la publicité d'une guerre. Les satellites peuvent aider les réfugiés d'une zone de guerre mais également les catastrophes naturelles. SpaceX a établi des records pour la réutilisation de son booster Falcon 9 puis également de la masse qui a été mise en orbite le 19 mars. Le Falcon 9 a décollé du complexe de lancement spatial 40 en Floride. Le lancement a eu lieu dans la deuxième des deux occasions cette nuit-là après que les tempêtes dans la région aient exclu un lancement à 23h24. Le Falcon 9 a placé 53 satellites Starlink sur une orbite à une altitude d'environ 320 km. Après le lancement, le directeur général de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que c'était la charge utile Falcon 9 la plus lourde jamais lancée. Les satellites Starlink individuels pèsent jusqu'à 306 kg chacun.
En comparaison, la génération précédente de satellites Starlink pesait environ 260 kg chacun. Ils sont toujours plus lourds, hey, ça va être quoi la suite là? Non, imaginez la deuxième génération de satellites. Avec cette mission, SpaceX a lancé 2335 satellites Starlink, j'en parlais tantôt. Parmi ceux-ci, 2112 satellites sont en orbite, dont 1575 en orbite opérationnelle et près de 450 autres se déplaçant vers des orbites opérationnelles. SpaceX a également franchi une nouvelle étape dans la réutilisation des boosters avec le 12e lancement de ce booster qui atterrit sur un drone chip dans l'océan Atlantique. 2 autres boosters ont effectué 11 vols. Quelques heures avant le lancement de Starlink, la 11e mission Falcon 9 de 2022, la NASA et Axiom Space ont annoncé que leur prochaine mission Crew Dragon, transportant 4 astronautes commerciaux, avait glissé de quelques jours. La NASA a également annoncé que la mission de l'équipage commercial Crew 4, qui enverra 4 astronautes de la NASA et de l'ESA à l'ISS, avait glissé du 15 avril au 19 avril. L'agence a déclaré que le retard permettra un espacement approprié pour les opérations et l'après-vol des revues de données entre les missions de vols spatiaux habités et permettra des tentatives de lancement sur plusieurs jours dépendamment de la mécanique orbitale. La NASA ouvre un échantillon prélevé sur la Lune il y a 50 ans. Mais là, c'est pas obligé d'être toi qui l'ouvre, par exemple. Nommé 73001, l'échantillon en question a été collecté sur la Lune par les astronautes Eugene Cernan et Harrison Schmitt en décembre 1972 durant la dernière mission du programme Apollo 17. Depuis tout ce temps, les échantillons de roche avaient été gardés scellés pour pouvoir être étudiés des années plus tard avec les dernières avancées technologiques. L'agence américaine savait que la science et la technologie évolueraient, ce qui permettait aux scientifiques d'étudier les matériaux d'une façon améliorée pour répondre à des questions du futur. Le tube long de 35 cm et large de 4 cm, il est bien plus petit que ça, là. Ça, c'est trop gros. Ouais, mais il n'est pas aussi long que ça. Ouais, c'est pas mal mieux, ça. Mais il est plus long que ça. Ce tube avait été enfoncé dans le sol de la vallée de Taurus Littrow, juste là. On voit toujours la même face, là. Il se pourrait qu'il contienne des gaz ou des substances volatiles comme de l'eau, dioxyde de carbone. Le but est d'extraire ces gaz probablement présents seulement en très petite quantité afin de pouvoir les analyser grâce à des techniques de spectrométrie devenues extrêmement précises ces dernières années. Début février, le tube protecteur extérieur a d'abord été retiré. Puis le 23 février a commencé un processus de plusieurs semaines visant à percer le tube principal et récolter le gaz contenu. Au printemps, la roche sera ensuite extraite et morcelée pour pouvoir être étudiée par différentes équipes scientifiques. Le site d'extraction de cet échantillon est particulièrement intéressant car il est le lieu d'un glissement de terrain à un endroit qui n'a pas de pluie, c'est un peu particulier. Ils ne comprennent pas vraiment comment les glissements de terrain y surviennent, mais en regardant les parties profondes de la carotte, ils pourraient peut-être comprendre ce qui les a provoqués. Après 73001, il restera que 3 échantillons lunaires encore scellés. Faites vite, attendez pas un autre 50 ans, la NASA va envoyer des astronautes sur la Lune en 2025. Là. Vous avez vu la SLS, la mission Artemis? Gars, commence à boucaner. Selon une étude chinoise, le régolithe de la face cachée de la Lune serait plus collant que celui de la face visible. Les poussières qui tapissent la face cachée de la Lune sont plus collantes que celles de la face visible. C'est ce qu'ont pu constater le rover chinois Yutu-2 qui explore depuis 2019 cette partie encore mystérieuse. Le régolithe s'accroche beaucoup plus à ses roues que celle de son prédécesseur Yutu, qui a déambulé sur la face visible jusqu'en 2016. La raison tiendrait dans l'âge des poussières. Plus anciennes, celles de la face cachée s'agglutineraient plus facilement. Pour ce qui est du régolithe ou poussière lunaire, quand les astronautes des missions Apollo sont montés dans le module après avoir marché sur la Lune, ils ont pu sentir la poussière lunaire sur leur combinaison. Dans ses mémoires, Buzz Aldrin, le deuxième astronaute à avoir mis le pied sur la Lune, décrit une odeur métallique et âcre, comme de la poudre à canon. Mais cette odeur-là, c'était pas la pire parce que la présence de bulles d'hydrogène dans l'eau que les astronautes buvaient, eh bien, ça faisait faire des flatulences pendant 8 jours, dans une petite capsule. Mes amis, nous sommes rendus à Twitter, mon oiseau. Je l'aime, on va pas le frapper. Alors cette semaine à Twitter, beaucoup de nouvelles. On commence avec... Regardez ce beau tweet. Nous venons de capturer la fusée SLS sur sa rampe de lancement avec notre satellite haute résolution, le Pléiade Neo.
Nous avons hâte de voir le vaisseau spatial Orion propulsé par un module de service construit en Europe dans l'espace. Hey, regardez ces photos avec une précision irréprochable. Oh, d'après moi, ils nous surveillent de l'espace. La FAA a l'intention de publier l'évaluation environnementale programmatique finale, le PEA, pour le projet SpaceX Starship Super Heavy le 29 avril 2022. La date cible précédente était le 28 mars 2022. Ça, c'est du FAA tout craché. On a également la NASA qui a commandé 6 missions de ravitaillement supplémentaires à SpaceX. Dragon continuera à livrer des cargaisons et des fournitures critiques vers et depuis le laboratoire orbital jusqu'en 2026. C'est les bonnes nouvelles. SpaceX a déplacé sa structure d'essai de broyeur de Starship vers le Orbital Launch Complex. C'est utilisé pour tester les forces Max-Q sur la section du réservoir de surpression. Il serait intéressant de voir le B7 en plus de cela bientôt. Rocket Lab USC explore les moyens d'accélérer le développement de sa prochaine fusée après que l'invasion de l'Ukraine a effectivement mis fin aux activités commerciales de la fusée russe Soyouz à portée moyenne. Et un tweet de Neil Masterson, le CEO de OneWeb. Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons conclu un accord de lancement avec SpaceX qui permettra à OneWeb de reprendre les lancements de satellites. Le premier lancement avec SpaceX est prévu plus tard cette année. C'est un peu particulier, hein? C'est un compétiteur OneWeb. C'est des satellites, comme on parlait, des satellites dans l'espace. Tant pis, ou tant mieux. Et le dernier moteur YF-77 hydrogène-oxygène pour la fusée Long March 5BY4 a terminé le test de 100 secondes le 21 mars. Les fusées Long March 5 avec YF-77 lanceront 2 autres modules d'expérimentation vers la station spatiale de Tiangong CSS. Et je vous laisse avec le dernier lancement de la Falcon 9 de SpaceX. On n'a pas souvent l'occasion d'être là et de les voir. Montez votre volume, c'est incroyable. La question de la semaine, êtes-vous pour ou contre le méga projet Starlink de SpaceX? Il y en a qui trouvent que c'est dangereux et que ça crée de la pollution lumineuse, et d'autres qui trouvent que de rendre accessible Internet partout sur la planète apporte du positif. Quel est votre point de vue là-dessus? Participez les BDF Blue Dot Future, ça nous appartient à tous. Hey, c'est pas un one-man show, puis ça va faire évoluer nos connaissances. Let's go! Et ça complète mon actualité spatiale de ce lundi 28 mars 2022. J'espère que vous avez apprécié. Merci à toi qui est toujours là à me suivre. Wow! Continuez de partager la science, la vidéo pouce bleu si vous avez aimé. Et comme disais moi-même cette semaine, hey, je vous partage mes 4 phrases d'inspiration de la vie quotidienne. Allez sur le site https://bluedotfuture.com. Blue Dot motivations sont toutes là, imprimez-les. Ça va vous aider à vous garder dans un high, on aime ça, c'est gratuit en plus. Je vis le moment présent puisqu'hier est du passé et demain sera ce que j'en ferai aujourd'hui. Les difficultés sont source d'apprentissage, le travail devient vite un plaisir quand je lui attribue autant de sens que le plaisir, et le bonheur est la capacité de voir et d'apprécier les belles choses que la vie me donne. D'ici là, ne laissez surtout pas vos rêves rester des rêves. Réalisez-les. L'univers est infini. Le ciel, c'est loin d'être votre limite. Puis le futur, il commence maintenant.